Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, beaucoup de plaisir, on est où? À la maison, sur ce magnifique canapé bleu. Et j'ai le plaisir de recevoir Priscilla. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mais ouais, On est bien. j'allais te dire, Franchement, on est bien? Je suis trop content d'être avec toi. Bah écoute, Ce ça va, 7 mars symbolique. ça ne va durer Avec- que 1 heure. Après, c'est reparti pour la journée un Terrible. peu hard en ce moment. Bon, raconte, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va parler de sorority, on va parler de femmes, on va parler de Entraide, thunes, d'associations. Non, mais il faut les sujets trash dès le départ. Violence, acharnement. Quelle ambiance! Bon, allez, pitch-moi tout ça. Qu'est-ce que sorority? De quoi tu viens nous parler aujourd'hui, Priscilla? Alors, The Sorority, c'est une communauté d'entraide qui compte aujourd'hui plus de 90 000 femmes et personnes issues des minorités de genre. Les hommes, c'est bientôt votre tour, mais patience, qui s'entraident pour faire face à toutes sortes de violences, de situations de harcèlement ou d'isolement. Sujet plombant, mais sujet important. Moi, tu t'as appris à me connaître. On va parler de violence avec un big smile. On y va, Ça, c'est mais nous. il faut. Pourquoi pas les hommes? Pour le moment, pas les hommes, parce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de conjoint violent, ex-conjoint violent, ou harceleur au sein de l'application. En fait, tu t'assures qu'il n'y a rien qui vienne polluer tout le travail que vous avez déjà réalisé, par exemple. On s'assure surtout que les personnes qui ont vécu des violences et qui viennent trouver cet espace sécurisé d'entraide subissent pas une seconde violence en ayant au final une personne qui vient et qui tente de l'attaquer ou de la suivre ou de lui faire du mal dessus. Donc quand elle rentre, elle est safe. Mais on est quand même d'accord que dans tout ça, les hommes font partie de la société, qu'il va falloir les inclure à un moment donné. Ils sont dans déjà tout ça. inclus. Vous Ok. êtes déjà à nos côtés, regarde là. Ce que tu es en train de faire, tu mets en avant ce qu'on fait. Attends, qui t'a dit que j'étais un homme? Rien. Et on va le savoir à la fin de cette interview. Je sais pas. On verra, autre podcast. Mais ouais, ils sont non, déjà ouais. avec nous. Et il y a de la... Tu dirais que sur eux, bon là je rentre déjà dedans, mais c'est quoi, c'est de la pédagogie à faire auprès d'eux, parce que les femmes, elles sont quand même conscientes et elles sont victimes de toutes ces violences. Ce qu'il faut faire, c'est passer les messages. On va mettre les pieds dedans. Déjà, quand on vient vous voir et qu'on dit il m'est arrivé ça, Dis pas... Alors, moi, je ne Dire aux représente pas personnes. les hommes. Vraiment. quand on vient voir une personne qui n'est pas une femme ou personne issue des minorités en lui expliquant ce qui s'est passé, premier réflexe, ne pas essayer de trouver une solution ou d'essayer de creuser ou de comprendre quoi que ce soit. Ok. Juste écouter. Écoutez. Voilà. Ouais. On a 2 oreilles et une bouche. Mathématiquement, voilà, la solution est C'est là. pas facile hein, pour les gens. Hein. Je sais, c'est compliqué. Tu dirais que c'est ça pour n'importe quelle personne quand on vient te voir avec un certain degré d'émotion dans ce qu'on te dit que C'est là, à ce toujours moment-là. compliqué parce qu'on veut. Il y a le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Il y a le fait de vouloir être utile, de vouloir. Et en fait, pour une personne qui subit des violences ou qui a vécu un épisode compliqué, qui vient voir la personne, donc qui déjà est passé par là, a subi les choses, l'a bien ressassé, s'est dit ok, je vais en parler. Enfin, il y a déjà eu pas mal d'étapes qui sont passées et va en parler. Avoir en face de soi quelqu'un qui dit mais t'es sûr? Mais en même temps, la personne est tellement sympa. Mais t'étais habillé comment? Mais quelle heure il était? Putain, Mais tu l'as pas un peu t'étais habillé cherché? Tu vois, tous ces trucs-là où il va y avoir des questions en plus, et en fait, la personne, elle va juste faire 10 steps back, elle est allée jusque-là, comment. et là, elle va dire non, mais en fait, t'as raison, non, et elle va repartir en arrière, et ça va être encore pire. Ouais, donc, Donc faire juste- un pas en avant, 10 en arrière. Donc, juste quand il y a, et qu'on soit homme, femme, personne, on s'en fout, dès qu'il y a quelqu'un qui va nous apporter, putain, mais direct les pieds dedans, Non, je vois, là, nous t'es plus en train de apporter- rigoler, là. un message comme ça, c'est step back et écouter la personne, la regarder droit dans les yeux, lui dire je te crois et je suis là, Mhm. et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Et après, les personnes, on n'est pas forcément formés, c'est pas notre rôle. Enfin, il y a des professionnels qui sont là pour ça, mais on peut déjà écouter la personne, lui proposer de l'accompagner vers une association, vers les autorités, si elle souhaite faire un dépôt de plainte ou aller plus Mhm. loin. En fait, lui ouvrir les possibilités, les champs de possibilités, en lui disant toujours « je te crois » et point, pas de question, rien. En fait, je te crois et je suis là. Voilà. Un sujet parti. lourd qui va être abordé. Non, en réalité, bon, même si je veux le faire dans la joie et la bonne humeur, je suis hyper content de parler de ça. Je suis hyper content, d'autant plus je suis un putain de mec, mais je suis quand même élevé par une maman et ma grande sœur que je vois juste après. Par exemple, et je vais te donner l'exemple de ma grande sœur, on parle beaucoup au boulot. Et là, en ce moment, mais je lui ai dit de manière, je lui ai dit, je veux parler parce que j'ai trop de choses dans ma tête que je dois mettre à plat. Je vais pas lui dire, mais ferme ta gueule, mais en gros, c'est presque lui dire, genre, écoute. Et je me rends compte que tu vas me relancer sur un ou deux trucs et je vais pouvoir Mhm. parler. Donc, ce que tu dis là, alors que j'ai pas vécu de violence, enfin, à part avec l'URSSAF, non, je rigole. Mais, non, mais tu On en vois, parlera après. les violences entrepreneuriales, quoi, Ouais. qui sont un peu dures et quand t'as la tête dans le guidon. Et donc, ce que tu dis sur la communication, en fait, ça s'applique à tellement Mais de. tout. Oui, c'est du social. Un, en c'est fait. l'effet miroir, déjà, Mhm. quand t'as
des choses voilà, qui te plombent pour pas que ça te prenne dans tes chairs, t'as besoin de le sortir. Donc, le dire à la personne sans forcément qu'elle est... déjà, tu l'exprimes, tu le sors et déjà, ça t'aide. T'as l'effet miroir à un endroit et en plus... Enfin, réfléchis quand on va voir le psy, ce qui est hyper sain à faire. Hein, je conseille tout le monde d'avoir un psy, une psy et de se faire aider. Mais c'est ça dont on a besoin, c'est déposer les choses, les sortir et pas forcément avoir une solution. C'est pas ça, il n'y a pas de solution immédiate, c'est pas possible. La vie est ce qu'elle est, tout est imbriqué. Dans des cas encore les plus compliqués, des violences conjugales, intrafamiliales, il y a un vécu, il y a un historique, il y a des promesses, il y a du trauma, il y a des enfants, il y a des finances, il y a de l'administratif, il y a beaucoup de choses. Tu pourras pas résoudre les choses en 2 secondes, ce n'est pas possible. Et je sais, moi je vais me livrer un peu, mais parce qu'aujourd'hui ça va mieux et que je suis capable d'en parler, mais tu vois, je vois toujours un psy. Et au contraire, on est dans un mindset de là, aller tout défoncer. Donc, tu sais ce que je fais juste après le podcast ? Non, dis-moi. Je vais voir mon psychiatre. Okay. Parce que depuis que j'ai fait mon 2e burn-out début 2019, on en parlera, je fais des séances avec mon psychiatre qui fait de l'hypnose et je surkiffe l'hypnose. Donc, et c'est entièrement remboursé, je le dis aux personnes du coup, parce que c'est un psychiatre. Ouais, on va mettre les pieds dedans. Moi, c'est pas remboursé. Va voir un psychiatre. Non, mais c'est pas la même chose, tu vois, on pourra en parler, mais je suis déjà allé voir des psychiatres qui m'ont filé des médocs, là, de la paroxétine et tout. Qui sont des antidépresseurs. Oui, et mais en fait, il y a une dépendance et quand c'est trop long... Non, mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là, je suis allé les voir, et ça va rejoindre ce que tu disais, comme s'ils allaient m'apporter une solution miracle. Un putain de médicament. Non. Et c'est là où tu l'as dit, c'est que c'est un le travail long terme, c'est nous. Tout le long, que d'ailleurs on peut aller voir. C'est nécessaire pour une période courte quand vraiment t'es down. C'est nécessaire pour des personnes. Mais pour accéder aux étapes supérieures, je prendrais tous les plus grands, en tout cas ceux qu'on considère comme grands dans leur catégorie. On parle d'artistes, d'athlètes, etc. Il y en a énormément qui pour passer au palier, pour se réinventer, etc. passent à ça. Il y a aussi une autre chose dont je voulais te parler, mais on va en parler après. T'as parlé de persécuteurs. Et putain, ça a fait écho à mon psy parce qu'il me parle souvent, il me dit sauveur. Non, t'as parlé de sauveur, pardon. Ouais, et il me parle du sauveur et du persécuteur. Ouais. Et quand tu veux être sauveur envers quelqu'un qui ne veut pas de cette aide-là à l'instant T, mais juste parler, alors tu deviens son persécuteur. Ouais. Bref, très intéressant, plein de choses hyper intéressantes. Mais vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet qui est sociétal, qui est de notoriété publique. Ma question est putain de pourquoi ? Comment tu t'es lancé dedans et pourquoi tu tiens ce projet à bout de bras et on va parler des finances après. Pourquoi le début de l'histoire, début 2019, je suis salariée dans un grand groupe français. J'ai fait 10 ans dans des startups et des grands groupes et je vis mon 2e burn-out. Je viens d'accoucher de mon 2e petit garçon. Je suis au down du down. Okay. Et là, je suis prise en charge par ma médecin traitant. Il y a un rapport avec le post-accouchement ou pas ? Je pense. Alors, je pense sincèrement que là, c'était dans le cadre. Parfois. C'était dans le cadre du boulot et au final, j'ai une personnalité où, comme beaucoup, un peu le syndrome de la bonne élève qui est expliqué par plein de choses, le parcours de vie, etc., qui fait que il faut que je prouve que je mérite, que je dois être la meilleure parce que sinon, mais pas dans le sens mauvais, vraiment tout donner pour être connue pour machin. Et je vais me cramer littéralement de l'intérieur. Et là où je vais aller jusqu'au burn-out, c'est pour des causes, des raisons, des entreprises et des personnes qui ne le méritent pas. Et pour lesquelles je n'ai pas le retour que j'estime devoir avoir. Et du coup, j'en suis à mon 2e cramage. C'est intéressant ce que tu dis, juste parce que tu peux faire un premier burn-out. En fait, ça veut pas dire que tu vas pas en faire un 2e. Ah non, mais à partir du moment, on va dire à tous les gens qui ont fait des burn-out, on vous fait tous un gros câlin. À partir du moment où on a fait un burn-out, on a la porte qui est ouverte pour en refaire à l'infini si on fait pas attention à soi et qu'on travaille pas sur soi. Parce qu'on a une personnalité, on va tout donner. Et ça veut pas dire que le 2e sera plus simple que le premier ? Pas du tout. Ok, c'est pas parce que mais tu le sens plus venir. Ok, tu vois des signes avant-gardistes. Ouais, tu le sens venir. Moi, c'est hernie hiatale. Genre, C'est quoi ça ? Hernie hiatale, en gros, c'est comme si t'avais un ulcère géant. C'est ouais. Et ça te prend, en fait, ça te fait tellement mal que tu peux plus manger, tu peux plus respirer, tu peux plus dormir. C'est là, juste là, tripes, et ça te brûle, mais un truc. On parle du gut feeling, on parle, enfin là, juste la parenthèse, mais l'estomac qui est notre 2e cerveau. Et tu parles, toi, c'est intéressant parce que tu parles du burn-out, mais si j'ai bien compris, en fait, ton cerveau continuait, et c'est quoi, un jour, ton corps t'a dit non ? Bah en fait, le cerveau continue, mais en fait, ton corps, il capte. Tant que tu l'as pas sorti, il va continuer à capter.
Et au bout d'un moment, bah, c'est lui qui va commencer à se dégrader au fur et à mesure. Il va te faire comprendre que fallait arrêter. Et donc, il t'arrête physiquement. T'as eu des signaux, toi? Enfin, je sais pas à Bah, quel point c'est tu ça, peux parler de tout ça. l'hernie hiatale. Et au Ok. final, j'avais du mal à dormir, Donc ça là, me t'es réveillait, vraiment ça me allé chez un brûlait. docteur. Ça me Ok. brûlait littéralement de l'intérieur. Tu n'arrives plus à respirer. Et en fait, je sens que physiquement, c'est en train de revenir. Donc, je sais que je suis en train de le faire. Et je sais que pour y mettre fin, il n'y a qu'une solution. C'est de mettre fin à la situation en cours. Mais tu sais pas la situation si c'est dû au travail, à la grossesse ou à peut-être d'autres Alors, pour facteurs revenir sur la externes. grossesse, pour te répondre, je pense que quand tu accouches, il y a une espèce de chose qui se passe où tu arrives à la partie la plus simple. Enfin, tu arrives vraiment à un moment où c'est limite animal et tu fais la part des choses entre ce qui est vraiment important, vital, nécessaire, à savoir ton nourrisson qui doit rester en vie. Moi, ça a été ça. Mhm. Premier accouchement, je me fais déplacer le coccyx. Je me souviens que la première chose que je Ah dis, ouais c'est il est en vie. Ouais, non, mais... Ah, c'est ouf. ça, on fera un autre podcast. Ok. Mais l'enfer, du coup, je dormais Ça pas. fait mal, en J'étais. plus, le Ah, coccyx. non, mais tu T'es vois, là, resté- attends, là, on t'es- est sur un miracle. Là, je m'assois. Hein. T'es resté sur. Moi, je me souviens. Oui, Maga, oui, je sur l'ai. la Oui, bouée. oui, et je l'ai encore. Je l'ai Tu encore. t'assois Oui, oui, dessus oui. pour avoir le cul dans le vide, Oui, en oui, oui. fait. Ok, très bien. Et en fait, je me souviens que quand c'est mon C'est un père autre qui me dit, podcast. c'est un autre podcast. Pensez à toutes celles qui ont eu ça aussi. Et je me souviens mon père qui me dit alors t'es contente et tout du premier accouchement et je lui dis enfin t'es contente d'être maman et je lui dis mais déjà il est en vie et je me souviens j'ai dit ça et je pense qu'à chaque Comme fois c'était une victoire ou comme si. il est en vie dans le sens où là je suis à un niveau tellement animal, genre je suis tellement au bout du rules de tout je suis même pas dans l'épanouissement ou quoi, je suis vraiment l'être auquel j'ai mis monde est en vie et voilà tout ce qui compte. Mais quand tu passes par ces phases là, en fait tout ce qui était fumée, nuages autour, boum, ça dégage parce que là c'est faux. Ok. Faut s'en occuper, faut réussir à se laver une fois dans la journée, faut réussir à manger une fois dans la journée, enfin tu vas au basique. Et en fait tout ce qui te prenait la tête et qui prenait beaucoup d'espace dans ton cerveau, bah part à la trappe en mode mais on s'en fout. Ok. Franchement on s'en fout. Est-ce que c'est parce que c'est la vie de quelqu'un qui compte plus que la tienne à tes yeux, à un instant T? Je pense que tu refais les priorités. Surtout, t'as un truc des priorités qui se remet où, boum, il y a 7 enfants qui est né, il faut t'en occuper. Il y a les couches, les machins, les trucs. Et vraiment, tout le reste, on t'a pris la tête. Genre, il y a les réunions à telle heure, il y a 15 mails, il y C'est a quoi machin. justement, toi, même avec le recul, Mm. c'est quoi, qu'est-ce que t'as appris à déprioriser que typiquement, avant cette grossesse, pour toi, c'était hyper important? Bah, te cramer pour un sujet où tu t'en fous complètement et te cramer pour une entité ou un projet qui n'est pas le tien. C'est-à-dire littéralement mettre toute ton énergie, ton jus de cerveau, ton temps personnel pour un projet qui n'est pas le tien. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est jamais lancé, parce qu'on sait pas comment ça fonctionne, parce qu'on n'a pas fait la bascule, parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Bah, on a peur de pas savoir quelle sera la prochaine étape, de jamais avoir fait. On a cette sécurité du salaire qui tombe tous les mois qui fait qu'on reste. Et en fait, je suis arrivée à un niveau tellement de down à ce moment-là que j'avais plus rien à perdre. Mais tu te rends compte qu'il y a même des gens avant qui montent des assos, même des qui deviennent entrepreneurs ou voire indépendants. Il y en a plein, j'adorerais moi en parler avec ces gens-là, tu sais, qui te disent je me suis fait virer. En fait, 3 mois plus tard, c'est le meilleur job de leur vie. Oui. Et en fait, c'est des en fait, passages. on a peur du changement du coup. Bah, tu t'es habitué à une routine, à machin. Comme je te dis, t'as ton salaire qui tombe, t'as tes repères, t'as des machins. Et ouais, en fait, ça m'a sauvé. Mais c'est quoi, si juste je digue un peu là-dessus, Mm. c'est quoi en fait les clés pour que quelqu'un comprenne? En gros, il y a une phrase incroyable, je vais la reprendre de Alexandre Allez. Astier, qui l'a reprise lui-même de Steve Jobs. Enfin bref, laisse tomber, donc je vais On le grave pose là, on le l'écorcher. pose maintenant. On le pose, on va dire que c'est Yacine. En gros, il dit un truc du genre, s'il y a 1 ou 2 jours dans ta vie que t'as pas kiffé, Mm. c'est pas grave. Mais si c'est 1 ou 2 jours dans ta semaine, ou si ça fait 6 mois que c'est le cas, alors barre-toi en fait. Ouais. Genre, et moi, et pour l'avoir fait aussi, alors tu vois, j'ai démissionné de job en 2 semaines, moi. Je l'ai dit, bon, il est pas sur LinkedIn, mais j'ai quand même eu mon premier salaire et ma fiche de compte, tu sais, de mon compte de tout seul, pardon, le même mois. même voilà. mois. Donc c'était très drôle. Et en gros, je parlais toujours avec ma sœur et ouais, il y a eu comme tu sais, on a fait un jeu de ping-pong et j'ai été agressif et en fait, c'est elle-même qui m'a dit, gars, c'est bon, tu veux pas rester, j'ai compris, je vais pas essayer de te changer. Et moi, ça a quand même pris 2-3 semaines. Il y a des gens, ça prend 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si j'ai bien compris, c'est suivre son intuition, du coup. Mais Oui, et puis c'est aussi... quoi est-ce que t'as des armes là-dessus? En fait, t'as pas d'armes parce qu'en plus, au-delà de ça, donc tu vas te cramer et te faire mal, mais en vrai, t'as des situations où tu peux pas matériellement partir tout de suite parce que t'as un enfant, parce que
t'as un parent qui va être malade, parce que t'as un projet plus tard, mais tu sais qu'il faut que tu serres les dents pendant encore quelques semaines. Mais donc, Enfin, du coup, c'est de l'argent, là, à chaque fois, de ce dont tu parles? Ou, tu vois, on peut revenir à notre sujet, une personne qui vit une situation de violence, elle est pas bien dans son job, mais en fait, son job, c'est le seul endroit où elle est safe et où elle peut Ouais, un peu ok. se vider le cerveau. Ok. Donc, t'as plein de choses qui sont imbriquées, faut pas forcément dire aux gens, barrez-vous. Par contre, posez-vous et demandez-vous à différents mécanismes et autres choses. Tâtez le terrain. Et tu vois, par exemple, ça peut être des side projects. T'es pas obligé de tout lâcher d'un coup. Ça peut être commencer à faire des déjeuners avec Mais des personnes Mais il y a qui de la t'intéressent. mise à l'action, en Ouais. action, pardon. Écoutez, moi je me souviens, j'écoutais beaucoup des podcasts à ce moment-là. Pas le de mien, personnes- visiblement. Excuse-moi, c'était il y a un certain temps. Peut-être que tu venais de te lancer. Regarde, on est là. C'est le principal. plus. Non, je jure que non, là, Je le je faisais me pas à mets dedans, pas du l'époque. Mais tu vois, je me rends compte qu'inconsciemment, je me mettais dedans à chercher autre chose. Ok. Mais ça veut pas dire tout de suite forcément basculer. Et au moment où t'es prêt, ou alors au moment où il se passe un gros chaos, qui Mhm. vient là pas par hasard, et on en reparlera par la suite, il y a des choses qui arrivent dans la vie où quand tu te les prends pleine balle, tu dis oh, putain. Et en fait, quand tu les regardes avec du recul, mais c'est les meilleurs trucs. Et c'est un peu cliché de dire ça. Mais vraiment, on en parlera après de, par exemple, les 2 jours là dans lesquels je suis, où je fais que de signer des conventions et des reconnaissances. Ces signatures, ça fait 2 ans et demi que je les travaille. Et elles arrivent maintenant. Et pourquoi ça s'est pas fait avant? Il y a 1 million de raisons. Et je suis contente qu'elles se passent maintenant. Parce Mhm. qu'au moment où on les signe, on est plus de 90 000 à s'entraider. Et pour nous déboulonner, tu peux y aller. Alors tout est possible. Hein. Bien sûr. Mais je veux dire que là, en termes de légitimité, de T'es rien. au max, quoi. Ouais. Ouais. De rien T'as du pas l'impression travail de demander, c'est une opportunité que Ouais, les non, gens c'est plutôt saisissent. vraiment, je suis là et de rien d'apporter ce que j'ai fait à vos côtés. Et Vraiment. c'est une bonne manière. Alors, on fait le parallèle, et c'est d'ailleurs, si tu veux parler de sorority, mais t'as eu des side projects, toi, avant d'arriver à sorority? Ouais, j'en ai eu un, mais il est pas, ça va pas nous aider beaucoup. J'ai peint des tableaux. Ok. Suite à mon premier burn-out, j'ai lancé, Ok. si on va dans des archives Facebook, je suis sûre qu'on retrouve, et j'ai peint des tableaux type Mondrian. Parce Ok. que je voulais piper mon séjour et je Ah, voyais ils sont les affichés prix. chez toi? Là, ils y sont plus, maintenant ils sont en Attends, je grenier. t'ai interrompu et tu m'as dit je voulais pimper mon séjour et j'ai vu les prix. Et j'ai vu les prix, toujours de l'argent, on dirait. Et Et j'ai du vu coup, les je me prix suis et je me dit, suis dit, je vais je vais faire le peindre. moi-même. Bah, ça, des Mondrian, enfin, c'est des carrés et des rectangles, on va arrêter de déconner. Ok. Et j'ai fait des études, on en parlera après, mais en France et aux États-Unis. Ouais. Et j'ai fait 1 an à Georgetown University, à Washington. Ok. Pause. Sympa. Et j'ai fait notamment de l'histoire de l'art là-bas. Et je Ok. revenais des États-Unis. Et là, je suis en mode, mais balèque, on va peindre des carrés et des rectangles. Et franchement, c'était stylé. Des potes m'en ont demandé. Et j'ai commencé, alors j'en ai vendu quelques-uns. C'est Et c'était incroyable. mon premier projet. Est-ce que t'as découvert une valeur de toi, de ta personne que tu ignorais? Je pense que c'était mes premiers pas à me dire t'es capable de faire quelque chose et pas en étant un super numéro 2 ou en répondant à quelqu'un, tu vois. J'allais chercher, j'ai exposé à la foire de Paris, monsieur. Ah ouais. Et t'as vendu? Non, non, j'ai C'était pimpé juste et pour les stands des exposer. salons, c'était genre des salons de cuisine, Ok. des cuisinistes, des gars qui faisaient de la déco, et ils mettaient mes tableaux là-bas. Je n'ai rien. Et d'ailleurs, attends, je le pose là aussi. Mhm. J'ai exposé chez Caroline Margueridon. Celle qui fait Là, je te actuellement regarde. Danse avec les stars et Ok. bon, regardez, du Ok. coup, qui maintenant fait de la télé, et c'était la première à m'exposer dans sa boutique, donc si elle m'écoute, je lui fais un énorme bisou parce que j'habitais juste à côté de chez elle dans le 16e. Tu verras, Non mais c'est juste à ouf. côté de chez elle, et en fait, je suis arrivée dans sa boutique, mais c'était il y a genre 10 ans, et elle m'avait mis en avant, c'est trop fort d'en parler du coup, elle m'avait mis en avant dans sa boutique qui avait plein d'objets d'antiquité, enfin, elle avait une boutique de dingue. Et maintenant, elle fait des émissions sur les objets d'antiquité, et elle fait Danser avec les stars. Quelles émotions quand tu vends tes premières toiles ou quelles émotions quand justement Marguerite va t'exposer? Caroline Caroline comment? Caroline Margueridon. C'est ça que j'ai dit Marguerite. Désolé Caro. On est là. Les premières émotions, c'est... Putain, c'est ouf. Genre, t'as ton bébé que tu vois exposé quelque part. Et en fait, je revis cette même chose avec The Sorority quand je me vois sur les panneaux de Cities, donc anciennement Claire Chanel. Ok. Tu te balades dans la rue, et donc du coup, maintenant dans les centres commerciaux, enfin ça fait maintenant plus d'1 an, dans les transports ou dans la rue, et t'as des panneaux où t'as le logo de Sorority qui arrive. Et tu sais, tu le regardes, tu fais... Putain, mais il est sorti, quoi, il Mais est c'est partout. quoi comme émotion? C'est de la fierté? C'est ouf, c'est un peu le clin d'œil. Je le vis un peu comme les personnes de notre communauté qui le voient en mode c'est un clin d'œil, genre on est là, on l'a fait, quoi. Pourtant, et je suis sûr que tu choisis pas tes mots par hasard. T'as dit c'est ton bébé. C'est un bébé. The Sorority, c'est mon 3e bébé. Hein. C'est ton 3e bébé? Ouais.
J'allais dire, et le dernier. En tout cas, en tant qu'être humain, j'en fais que 2, c'est sûr. Je peux pas plus. J'ai plus Pour de le cerveau. moment. Non. On le pose aussi. Arrêtez de dire, on sait jamais. Ok. Je sais. Là, je peux dire, je sais. On en reparle dans 10 ans, mais en fait, non. Non, mais je vais rien dire. Non, mais la réalité, et là aussi, je parle à tous les jeunes parents. Ce qu'on fait, c'est un truc de ma boule. Les personnes qui n'ont pas d'enfants, celles qui peuvent pas en avoir, gros câlin à vous. Celles qui n'en ont pas, quand on est des entrepreneurs, t'as ceux qui en ont pas, ceux qui en ont. Je peux dire que vraiment, en termes d'espace mental et de capacité d'action dans ta journée, là, tu vois, ça fait 2 jours que je suis revenue en France, on en parlera après. Je n'ai jamais autant produit que depuis que je suis là et j'ai pas à gérer l'école de mes enfants, les vêtements. Tes enfants sont pas ils là. te parlent, voilà. Tout le temps, c'est un truc de ouf. Bon, c'est parti un peu dans tous les sens. Ouais, pardon. Désolé. Plaisir. Non, mais plaisir. Moi, j'adore ça. Parce que Si on revient, premier burn-out, ça dure combien de temps un burn-out? Alors, le premier, il est long. Et quand est-ce qu'on en sort? Le premier, il dure 6 mois parce que je sais pas que c'est un burn-out. Et à l'époque, pas la mode. Et pas soutenu, pas genre, Ok. je fais un burn-out. Les potes, tu vois. C'est quoi un burn-out, juste? Est-ce que tu arriverais à l'expliquer? Le burn-out, c'est au moment, c'est du burn, c'est tu t'es cramé. Et là, si je peux bien te l'expliquer, tu te lèves. Et à l'époque, je sais pas s'il est mon mari, mais bon, futur mari ou mari, je sais plus si on s'est déjà mariés. On n'était pas mariés. Me dit, passe une bonne journée. Et je pourrais repleurer et je pleure. Il te dit passe une bonne journée, tu te mets à pleurer? Passe une bonne journée, tu vas et je pleure. Ou travaille bien. Il me dit travaille bien ou passe une bonne journée et je pleure. Parce que T'as pas envie d'attaquer la journée? je veux pas y aller. Ça me fait pleurer d'avance. Ça m'angoisse de ouf. Quand j'arrive là-bas, je respire plus. Je vois les mails, je respire pas. Je vois les projets, je respire pas. On me demande un truc. Enfin, c'est un enfer. Je veux pas être là. Je veux que ça s'arrête. Ta vie perso était au top ou Ouais. Ah ouais? Ah, Ok. cruise, ouais. Et donc ça a pas compensé forcément. J'ai quand même tenu 6 mois comme ça. Hein. Ouais, quand même. Et comment ça s'est arrêté? J'explique en détail ou pas? Vas-y, go. Ça s'arrête. Surtout avec autant d'enthousiasme, je veux. En fait, pourquoi je le fais la première fois, c'est parce que ça se déclenche vraiment, là, ça explose vraiment quand j'ai mon entretien de fin d'année. Et désolé au manager qui m'écoutera. Mais à ce moment-là, on fait le débrief de ce que j'ai. Je suis très mal payée. Et je me rends compte quelques jours avant qu'en fait, la personne que je suis en train de former, qui sort d'HEC, donc c'était une boîte où tu n'avais que des gros profils. Et moi, j'ai fait une école moyenne de commerce. Okay. J'ai fait l'EM Strasbourg. Okay. Donc je suis pas à HEC, je suis pas ESSEC, je suis pas voilà. Et au Polytechnique, enfin j'avais vraiment que des grosses tronches et jamais moi, tu vois. Donc il fallait que je me crame pour montrer que. Et je gérais 10 fois plus de projets qu'eux. Et en fait, à un afterwork, terrible les afterwork, la nana que je forme, qui sort de HEC, m'annonce bêtement bourré son salaire. Et elle gagne 10K de plus que moi. Ça fait 2 ans que je suis dans la boîte et je gère 10 fois plus de projets que les autres. Et en plus, j'ai développé le logiciel automatisé pour aller encore plus vite et je forme les autres sur mon logiciel, le gars. T'as mis un bouillon au gars, t'es allé le voir bourré. Et du coup, là, je le prends. Je fais mon entretien quelques jours après et là, j'ai pas d'augmentation. Non, pardon, j'ai une pseudo-augmentation, un truc, alors bullshit. 100 € par mois. Et mon variable, ouais. Il me met que la moitié de mon variable. Et je le regarde, je fais pardon. Alors que je me suis démontée. En gros, ça faisait effet de bascule, je gagnais exactement la même chose qu'avant, quoi. Je fais pardon, je dis pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, on te voit à un niveau tellement haut, genre beaucoup plus haut, et t'es pas encore à ce niveau-là, donc on te met à 50% de là où on te voit. Je sais, tu sais quoi, tu me mets 0%, parce que moi je vais être la boss de la boîte, et j'y suis pas, donc tu me mets 0%. Je fais, non, mais prends pas comme ça. Et je sors de là en me disant, mais vous foutez tous de ma gueule. Donc là, c'est plus de la. Là, je passe sur la haine. Là, t'es énervé. Je pleure en étant. Ouais, pas énervé, du tout. Ouais, okay. Et en fait, je sors de là en me disant, trouve tous les moyens possibles pour te barrer d'ici. Et il faut que tu trouves ton salaire. C'est toujours la thune derrière. Enfin, j'ai cette angoisse, tu vois, comme l'angoisse de pour l'assaut trouver de la thune. C'est toujours. Je sais pas ce qui s'est passé dans une vie antérieure. J'ai dû me faire voler ma fortune, j'en sais rien, mais il y a un truc. Et du coup, je sors de là en me disant. Et du coup, et comment ça s'arrête? Et c'est mon entretien. Donc, j'ai un rendez-vous avec la boss au-dessus, parce que ça s'est super mal passé, où on débriefe de tout ce que j'ai fait. Et je m'attends à ce qu'elle réagisse et qu'elle fasse quelque chose. Et en fait, entre-temps, je passe d'entretien.
je finis par avoir à trouver un job qui est dans l'informatique à ce moment-là. Ah, donc tu passes pour te barrer de la boîte, tu veux dire. Ok. Ouais. Et je fais ces derniers entretiens. J'ai ma proposition de l'autre côté, donc je sais que je l'ai, mais je fais tout l'entretien sans rien dire jusqu'à la fin pour voir s'ils sont assez intelligents pour me rattraper, s'ils se rendent compte qu'il y a vraiment eu chie dans la colle, quoi. Et jusqu'à la fin, il me dit ouais, c'est génial, machin, pas d'augmentation, machin. Et à la fin, en fait, je l'écoute et je vois que c'est vraiment que du bullshit. Et à la fin, il y a dans mon sac ma feuille de démission. Et je décide à la fin de sortir ma feuille de démission et de la poser sur le bureau. Et je la regarde et je dis plus rien. Et je te jure qu'à partir de cette seconde, je sors du bureau, je n'ai plus mal. Ah ouais. Elle Et la regarde, elle me fait pourquoi t'as pas... Tu lui dis que t'as une offre et tu lui dis combien. Je crois que je ne dis plus rien. C'est-à-dire que je mets la feuille. Ouais, et elle me fait mais attends, mais tu m'as laissé parler pendant 1 heure Et je la regarde, je fais bah non, mais je voulais voir, mais j'ai vu. Et je pars de là, mais tellement légère. Et le lendemain, je n'ai plus mal. Et t'y vas plus? Alors, je sais plus, je me souviens plus la première fois. Parce qu'on est vraiment dans des trucs de merde en France, je trouve. Où, je crois que je dois faire quelques jours, mais. Quelques jours, ok. Mais j'ai 3 mois de préavis pour une rupture. Mais la deuxième fois, par contre, non. Elle est tellement haut que j'ai un entretien. En gros, je suis arrêtée par un médecin traitant. Ok. Cette fameuse médecin. Je suis arrêtée complet, donc ils sont hyper mal. Ils me donnent. C'est une grosse boîte, hein. Ils me donnent 1 semaine de vacances en mode non, mais prends soin de toi. Ouais. Parce que vraiment, c'est parti en couille. Et je finis par revenir, j'ai un rendez-vous avec la direction plus. Et en fait, je vois qu'ils font tout pour genre, non, mais attends, t'inquiète. Alors que j'y vais vraiment pour stopper. Et j'arrive à un stade où en fait, je vois que ça marche pas et je pleure. Ah ouais. Je lâche tout, je pleure. Et là, ils sont hyper mal. Okay. Et je sors de là, j'ai plus besoin d'y aller. Je signe le truc. Alors attends. Parce que le deuxième, il s'est passé des choses entre-temps. Tu ne m'as toujours pas dit à quel moment tu dis que t'es en burn-out. C'est quoi le point de bascule? Parce que t'as dit que pendant 6 mois, tu savais pas. Ou non, ça a duré 6 mois. Mais... Quand j'ai plus eu mal, j'ai mis les mots dessus. Et en lisant, les livres commencent à arriver, on commence à entendre parler, t'as des podcasts dessus. Et tu mets les mots dessus, tu te dis, bah c'était ça en fait. J'arrivais plus, je voulais plus me lever, je voulais plus y aller. T'as l'impression que t'es perdu, t'as l'impression que c'est horrible. C'est comme si t'étais gris. Mais tu l'as vu a posteriori, ça qui est drôle. Ouais. Ok, donc tu t'es dit, ah c'est ça que j'avais, ok. Et à l'instant T, tu te sentais comment quand t'as découvert que c'est ça que tu avais? Bah ça va mieux parce que tu te dis, ah ok, je peux mettre des mots et je rentre s'il y a une case, en fait c'est ça. Mais t'es déjà sorti de ça? À ce moment-là? T'es sorti en train? Je suis en train. En fait, c'est ça ma question, c'est... J'ai l'impression qu'il faut tout le temps se mettre dans l'action, que même si t'es en train de sortir, il peut se passer un truc et tu replonges. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut faire toujours attention. Tout est hyper imbriqué. Le deuxième burn-out, j'en sors hyper rapidement parce que j'ai l'idée de The Sorority, genre quelques heures, quelques jours après, littéralement. Ok. Et je mets mon cerveau, genre vraiment, je l'accroche et je mets mon cerveau dessus et je le lâche pas. Et en fait, tout ce que j'ai vécu avant n'a plus d'espace dans ma tête parce que je suis sur un nouveau projet et j'explose tout avec. Et je crois que c'est un des premiers trucs qu'on donne même aux gens en dépression, etc. Mais c'est vraiment se reconnecter à une sorte de passion. Ouais. Se faire du bien. Mais sur autre chose. Si on avance un tout petit peu, ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième burn-out? T'as bossé? Ouais, dans l'informatique, je suis devenue... Donc dans la fameuse boîte, au final? J'ai switché, non, d'abord dans une petite, après une plus grosse. Okay. Et j'ai fait... donc je faisais la gestion de projet, j'ai fini responsable des opérations, responsable RGPD, responsable qualité... Payé à ta juste valeur? Pas du tout. Toujours pas? Toujours pas. Tu peux me donner des chiffres ou pas? Ou ça te fait Est-ce que je vais m'en souvenir? Non, je vais les dire, parce que je pense qu'il faut le faire. Le premier job, je pense que j'étais à peut-être 30K, un truc comme ça. Et la fin du deuxième, je devais être à 40, 42, un truc comme ça. Ok. Ce qui est pas ouf par rapport à... Ah, moi, je vais être très honnête avec toi. Moi, je vais donner mes salaires. Mon salaire en sortie d'école, il était à 50. Et après, c'est n'importe quoi, en fait. Ouais. Et après, je suis parti chez la compète, j'ai pris 60. Et j'ai pas après, ça dépend des jobs que t'as pris. Arrête, je fais rien d'exceptionnel. Voilà. Mon job était mi-outil, en fait c'était Sales Ops, donc mi-outil, mi-humain, mais je sais pas, je pense que je me suis bien vendu, et en fait, à force, parce que je faisais déjà le podcast et côtoyer des gens exceptionnels comme toi, mais tu vois, au bout d'un moment, tu t'identifies à eux, et donc j'arrête pas de me dire que je veux monter un truc aujourd'hui parce que je vous côtoie au quotidien. Mais paradoxalement, du coup, j'ai vu ma valeur. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Mais donc, du coup, je te confirme, t'étais sous-payé. J'étais vraiment sous-payé. Et surtout, quand tu vois... Parce que t'as les grilles de salaire, t'as... en France, c'est comme ça. Négocie. Moi, j'ai négocié au... Mais tous négocient, mais j'ai jamais... Je disais ça à ma sœur, elle me regardait en mode...
top, mec, mais en calme mode, aussi. je vois vraiment que les meufs ne sont pas habituées. Et puis, t'as vraiment ce truc de je dois prouver. C'est pas grave, je dis oui, je vais prouver, tu vois. En fait, Et c'est tu usant. demandes un job versus tu offres l'opportunité de t'embaucher. C'est deux. C'est usant. Bon, le deuxième, il se passe quoi? Pourquoi? C'est quoi le trigger du deuxième burn-out? Ça fait 5 ans que je suis dans la grosse boîte et je me rends compte que je suis. Je me bats et je me saigne pour déjà une boîte qui n'est absolument pas la mienne. Je deviens numéro 2 en gros de l'entité. T'es numéro 2 d'une entité, t'es payé même pas 50K? Ouais. Putain, c'est fou, ok. Et en gros, je suis responsable des équipes, comme je disais, responsable qualité, RGPD. C'est moi qui vais diriger les copies auprès des DSI. Je manage, je fais les RH. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. J'ai pris tout l'espace et la personne du coup qui est tout en haut s'en bat les steaks de plus en plus. Ouais, t'es entrepreneuse en fait. Et le moment de bascule, en fait, c'est j'ai un call avec lui. Mhm. Ouais, c'est ça. J'ai un call avec lui et il a plus qu'à signer les papiers. Et genre, ça fait 2 semaines que j'attends qu'il ouvre ses putains de mails. Et en fait, j'ai le call et je lui dis, bah voilà, on a fait ça, 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 ça. Le mec est en télétravail. C'était le tout début de on fait le télétravail. En fait, je me rends compte qu'il n'a absolument avancé sur rien. Et Je c'est lui dis, ton boss en théorie. c'est mon boss. Je lui dis, est-ce que au moins tu peux ouvrir tes mails et signer parce que je n'ai pas ton pouvoir et ta signature. Donc est-ce que tu peux au moins juste faire ça? Non, mais Priscilla, tu te rends pas compte. Business is business, machin. Et là, Comment ça, business? Genre, j'ai pas le time? je pas le time. Ok. Et là, moment de bascule, je suis au téléphone et je lui dis vraiment cette phrase. Je lui dis, en fait, t'en as rien à foutre de ce que je suis en train de te dire. Ça fait 20 minutes que je suis au téléphone avec lui. Et là, il me répond, bah non. Et là, gros silence. Et là, tout switch. Et je lui dis, bah je vais mettre fin à cet appel. Et je te souhaite une bonne soirée. Et je raccroche. Et là, dans ma tête, c'est fini. Et là, toute la nuit, il me répond à tous les mails. Le lendemain matin, je lui envoie un message. Je vois les réponses qui arrivent. Et je me dis, mais c'est fini, en fait, je veux plus. Et je lui envoie un message en disant, je n'ai jamais fait ça. Mais je ne peux pas venir aujourd'hui. Je me sens pas capable de venir et de gérer les équipes aujourd'hui. Non, mais t'inquiète, prends un jour. Il négocie du coup au-dessus. Il sait très bien du coup qu'il a vraiment. Il me donne 1 semaine. Et pendant 1 semaine, je fais tout pour trouver une façon de remplir mon salaire, de trouver l'équivalent de mon salaire et de me barrer. Comment? Oh, j'ai tout fait. Freelance, N'importe quoi. Du dropshipping. Je suis allée dans les ténèbres de tout ce qui était là, possible. t'étais en mode je veux faire des Ah, mais c'est la thunes. fin du monde. Et dis-moi une chose. Ce que j'ai pas fait au final. Je suis revenue et je suis repartie. T'es revenu combien de temps? 1 jour. Ah, et tu t'es remarqué. Je suis allée voir ma médecin traitant entre temps qui m'a dit tu fais un burn-out machin. Je lui ai dit non mais c'est bon, je vais partir 1 semaine en vacances, donc je suis partie. Et elle me fait mais par contre je suis là s'il y a besoin. J'ai refait une journée, j'ai convoqué mes équipes, je leur ai dit je vous aime tous. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais il est fort probable, ce soir je suis chez le médecin, il est fort probable que demain matin vous ne voyez pas. Mais je suis là. Ok, putain, c'est. J'ai presque envie de dire, ça demande du courage quand même de dire ça aux équipes. T'es au non bout du bout. T'es au bout du bout. Ouais, tu te dis. En Et fait, puis, t'as c'est la une relation thérapie avec pour tes toi-même. C'est de le dire à voix haute J'étais pour que proche tu d'eux, l'acceptes. ouais. Ok. Bon, on va avancer parce que là, Allez. il faut qu'on parle de sorority. Bah oui. Et là, tu dis, en quelques heures, t'as eu l'idée, c'est ça? Ouais. Raconte, j'ai l'impression que. Dis-moi avant ça, est-ce que quitter tes jobs. Alors évidemment, il te fallait une sécurité financière, on en a parlé plusieurs fois. Mhm. Mais tu m'as dit en gros 2 choses, c'est j'ai l'impression de bosser pour réaliser presque le rêve de quelqu'un d'autre. Complet. Ok. Ouais. Et la deuxième chose, c'est. Je sais pas comment dire, mais comme si j'ai l'impression que tu dois te prouver à toi-même des choses. Mhm. Quoi? Qu'est-ce que tu dois te prouver dans ce job? Tu disais être capable de. Mais au bout de 1, 2, 3 ans, tu sais que t'es capable même d'être. Tu vas dans les sujets deep. Bah ouais, moi en fait, concrètement, t'as quoi à prouver et à qui, quoi? C'est pas tellement à prouver. Moi, il y a une phrase qui m'a marquée quand j'étais petite, donc là, c'est vraiment du perso. Mais mes parents ont divorcé tôt. J'ai pas été élevée par ma mère qui a une personnalité. Et voilà, donc il y a plein de choses qui expliquent. Et je me souviens de cette phrase. J'avais 13 ans où on m'a dit si t'es pas la meilleure à l'école, tu retournes chez ta mère. Et je peux en chialer à le dire. Si t'es pas la meilleure à l'école, tu retournes chez ta mère? Ouais. Si t'as pas des bonnes notes et pas la meilleure à l'école, cette phrase est restée mais Ça, c'est un imprimée. prof qui t'a dit? Non, bah du coup dans la famille. D'accord, ok, donc c'était une pression, quoi. Bah c'était le vas-y. Ok. J'ai été la première au collège. Au lycée, bah, je continue à être pas mal. Et ça a toujours été le truc de ouais, la bonne élève, mais animée par un truc qui était pas normal, en fait. Et tu vois, ce truc de j'étais trimballée, du coup, on a souvent déménagé, avec des parents divorcés. En plus, c'était bon, tous les schémas qu'il y avait autour, c'était pas simple. À 18 ans, j'étais plus chez moi et je partais. Je faisais mon école de commerce à Strasbourg. Après, je suis partie aux États-Unis. Enfin,
je me suis construit après. Donc il y avait un ancrage, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, où de ce que tu as vécu petit, ça va t'impacter. Et ça peut être ton moteur, du coup, je l'ai pris comme un moteur. J'allais te dire, tu l'acceptes ou Mais c'est genre... balle dans le pied, et tu te rends compte avec du recul que toi, t'en as rien à foutre, Balek, il n'y a pas de verrou, et oui, tu vas le négocier. Moi, je vais avoir cette... Je la casse au fur et à mesure, je pense que j'ai de moins en moins, avec maintenant ce qu'on a créé... Vas-y, viens, je m'en fous. J'ai des remerciements, j'ai des retours, j'ai des personnes qu'on a sauvées, je sais ma valeur maintenant. Mais jusque-là, chaud. Est-ce qu'à ce moment-là même, ça fait quelques années, la sorority, tu fais encore ça pour essayer de... Non, Non? je pense pas. Même pas par rapport à ta mère, rien du tout? Non. Ok. Non, je l'attends pas. Non, j'attends pas de... Là-dessus, j'attends aucune reconnaissance. Ce que je voulais, c'était trouver, mettre tout mon jus de cerveau et mon énergie dans quelque chose dans lequel je croyais, qui avait un vrai sens et qui pouvait aider des gens. Et j'allais dire, il y a un aspect humain. C'est pas les 90 000 personnes. On s'en fout des 90 000. Il y aurait une seule personne qu'on aidait. Pour moi, c'était plié. C'est vraiment avoir une personne en face de toi qui va te dire merci ou pas, mais juste grâce à ça, voilà, et qui va te raconter son histoire. Et tu te dis, mais on est sur le bon chemin, on va continuer. Et c'est vraiment cette entraide citoyenne, cette émulation, ce truc qu'on est en train de créer qui est beaucoup plus haut que toi. Et c'est via cette union que tu arrives à faire des trucs de ouf, quoi. Si je comprends bien, dis-moi si je résume bien, Sorority, c'est fait pour accompagner les gens qui sont seuls, par exemple, dans ces violences et dans ces... Ouais. C'est fait pour aider les personnes qui vivent des situations compliquées, isolement, harcèlement, violence, même des pensées maintenant suicidaires, des idées noires, des post-traumas, leur faire comprendre qu'elles sont pas seules, que des solutions existent, qu'on est partout autour, et que c'est pas des sujets où il faut avoir honte ou quoi. On les débunk. Okay. C'est des sujets qui ne doivent pas rester dans l'intime, parce que quand ils restent dans l'intime, ils peuvent continuer à vivre et à se perdurer. Et c'est hyper important qu'on passe ce message-là. Il y a de plus en plus de boîtes, et heureusement, qui commencent à en parler. Ça doit pas s'arrêter aux portes des entreprises. Bah oui, qui tu es ne s'arrête pas. Parce que tu l'as au fond de tes chairs. Et surtout, je pense qu'on pendant très longtemps, on a glamourisé ces sujets. On va dire que les violences conjugales, bah oui, ça ne nous regarde pas, c'est leur relation, ça a toujours été comme ça. Ouais, glamouriser ou tabouiser? Les deux, mais glamouriser aussi. Ok. Je sais pas si ça se dit tabouiser, mais, mais ça, tu m'as compris. Je pense qu'on en parlera après, mais sur The Sorority, il y a ce déclenchement avec le deuxième burn-out. Il y a des choses qui me remontent que j'ai vécues dans les transports en commun partout. J'allais te demander, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que tu l'as fait aussi pour toi ou pour... À l'époque, est-ce que toi, tu as vécu des violences et t'aurais aimé pouvoir avoir... En fait, je l'ai fait pour moi sans me rendre compte. Ok. Déjà, le burn-out, se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et en fait, plein de choses. Le syndrome de l'imposteur, le plafond de verre, enfin des choses que tu vis, voilà. Transport et rue. Je mets au défi n'importe quelle femme, personne issue des minorités et certains hommes de me dire que n'ont jamais rien vécu. Et voilà, cette peur, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et tant mieux s'ils n'ont pas vécu. Et après, dans les sujets beaucoup plus deep, violence conjugale, intrafamiliale, donc pas intrafamiliale, je ne pense pas, en tout cas, qui me sont montés. Mais du coup, je t'en ai parlé et je vais en parler parce que c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé The Sorority. Au moment où je lance, les journalistes me tombent dessus en mode, mais c'est hyper précis comme sujet. Du coup, vous avez vécu quoi? Enfin, quand même, violence conjugale, intrafamiliale. Ça me paraît juste logique, en fait. Quand on peut aider, on aide partout, c'est pas un sujet. Et en fait, au bout d'1 an et demi, je suis devant un reportage, je crois que c'est France 2, qui suit les familles qui ont perdu une personne victime de féminicide. Okay. Et du coup, ça trace le parcours. Alors, c'est des personnes qui étaient très engagées pour la cause, qui vivaient elles-mêmes des violences, mais qui ne s'en rendaient pas compte. Jusque-là, je ne m'identifie pas parce que j'étais vraiment pas dans dans le milieu associatif, milieu féministe. Enfin, vraiment, j'en faisais pas du tout partie. Et par contre, elle retrace sa journée et ce qui se passait. Et il y a des choses qui remontent, et notamment des violences qui sont énumérées. Et là, mon mari passe et me retrouve en pleurs. Genre, je fais un blackout et je suis en pleurs. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, il y a des moments qui sont cités de la vie, des violences qui sont citées. Et en fait, je me rends compte et je comprends à ce moment-là que le cerveau, effectivement, peut loquer des souvenirs pour te protéger, que j'ai vécu des trucs de ouf quand je suis jeune, vers 17 ans, 18 ans.
dans une relation qui est absolument pas ok. Donc pour donner des exemples, si les gens, si ça peut aider des personnes, bah, ça va être les relations hyper glamourisées, genre le gars est hyper jaloux, il va t'appeler 15 fois dans la nuit et dire que si tu le quittes, eh ben, il va se suicider. Séquestration, menace de viol, tu vois, des trucs. Et tu peux pas te dire en fait que tu l'as mis de côté, c'est quand même hyper chaud. Et en fait, des scènes me reviennent, des paroles me reviennent, et je suis en pleurs en me disant putain, en fait, tu fais pas rien pour rien, putain, tu vois. Et c'est un message vraiment que je veux faire passer. Je trouve que c'est un problème qu'on a dans la société où la culture, de façon générale, dans les livres, Le Rouge et le Noir, enfin, tu peux aller hyper loin, et plus récemment dans les séries, notamment Gossip Girl, 50 Shades of Grey, enfin, où on va te glamouriser des relations qui sont absolument pas ok, genre plus ça va être sulfureux, machin, enfin, plus en fait, bah, ils m'aiment trop, ou elle m'aime trop, mais bon, voilà, en majorité, il m'aime trop, mais c'est notre relation, c'est hyper fusionnel, c'est pour ça. Non, c'est des violences. En fait, on n'apprend pas à aimer, on n'apprend pas la relation de couple. Chose qu'on n'apprend pas, on l'apprend. On n'apprend pas une relation de couple saine, où en fait, la relation de couple saine, c'est que si t'étais sans la personne, tu vas très bien. Enfin, il n'y a pas besoin d'être complètement aspiré vers la personne, changer de comportement parce que t'es avec la personne, mourir parce que t'es sans la personne. Non. C'est quelque chose de sain, en fait. Toi, tout seul, t'es bien. La personne toute seule, elle est bien. Et ensemble, vous allez très bien, quoi. Mais compliqué, parfois. Et compliqué même de le voir à l'instant T. On est d'accord que tout ce que tu racontes, ça a été des années plus tard, au final, que t'arrives ça m'est arrivé, je me suis rendu compte 20 ans après, quoi. Ouais. C'est hyper chaud. Et revenons sur Sorority. C'est quoi la V1 ? C'est quoi la version aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des changements dans la vision ? C'est trop drôle que tu me poses la question. Attends, on est à un moment de bascule en plus. Ok. Merci pour cette question. Cette nuit, j'ai ressorti mes cahiers des charges des premières versions de The Sorority parce qu'en ce moment, il y a des applications qui arrivent qui sont des réseaux d'entraide entre femmes, donc des réseaux sociaux de femmes, qui sont d'ailleurs en train de se prendre la bourre. Je pense qu'il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'unisse toutes, clairement. Ok, cool. Et en fait, je regardais ça un peu de loin en disant, m'envoyant des trucs genre, ah, mais t'as vu, mais rien à voir. Enfin, et en fait, ça m'est revenu au moment où je les vois, que c'était mes premiers cahiers des charges. Je pourrais te les montrer après, si tu veux, où j'ai ce réseau social avec le fil d'actualité, enfin, vraiment tout. J'ai fait à la base un réseau social pour femmes. Je l'ai pas fait pour diverses raisons et je suis très contente de pas l'avoir fait. De m'être focalisée sur la façon dont je fais et l'aide concrète qu'on apporte. Et j'ai perdu le fil. Attends, disais quoi, là ? Tu me disais qu'il y avait des charges V1, les premières fonctionnalités. Et du coup, à la base, The Sorority, c'était ça. C'était ce réseau... Une app de réseau entre femmes. Où elles peuvent s'entraider. C'était un réseau social. Ok. Et je suis allée plus loin, je suis allée jusqu'à un réseau dédié aux agents de sécurité. En fait, j'étais partie sur différentes arborescences. Ok. Et j'ai focalisé au fur et à mesure de mes recherches. Pour servir la femme, à la fin. Ouais, femmes et personnes issues des minorités dans un premier temps, et voilà. Okay. Et en fait, en creusant, je voulais vraiment arriver sur quelque chose qui avait un impact concret et qui devenait de plus en plus deep du coup. Et j'ai notamment étudié ce qu'était l'effet de sidération et l'effet témoin. Et ça a été mes deux bases pour imaginer The Sorority. Tu veux qu'on en parle ? Cool. L'effet de sidération et l'effet de témoin. Vas-y, j'écoute. Effet de sidération. Quand tu es victime de violence ou témoin d'une violence, tu vas friser. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'immobilisme ou le fait que, par exemple, quelqu'un peut te faire une violence et tu réagis pas. Voilà. Et tu t'en veux et tu dis rien. Après, tu dis pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Les autres vont pas t'aider, ils vont te dire mais en même temps, t'as pas dit non, donc... Oui, et ça s'appelle l'effet de sidération. Donc, faut se le mettre tous dans le cerveau et bien l'avoir en tête et bien le rappeler aux personnes qui en vivent. C'est normal de ne pas réagir à ce moment-là et même d'oublier des choses, que le cerveau les efface complètement et peut-être s'en souvenir après ou pas. Parce que notre inconscient, mine de rien, est bien fait aussi. Parce qu'il est bien fait. Et en fait, c'est notre cerveau à ce moment-là qui nous a sauvés et qui a fait en sorte qu'on puisse survivre à cette scène de violence, qu'on soit victime ou témoin. Et du coup, qui nous a protégés en faisant barrage. Donc, c'est OK. Si on n'a pas réagi à ce moment-là, c'est normal. L'idée de The Sorority, c'est de réduire cet effet de sidération, donc s'entraîner à s'entraider et à faire face à une scène de violence en tant que personne victime en lançant l'alerte, en demandant de l'aide, ou personne témoin en recevant et en proposant de l'aide sans jamais se mettre en danger, mais c'est hyper simple de se mettre en relation, contacter les autorités pour quelqu'un, etc. Et d'inverser cet effet de sidération sur les épaules de la personne qui agresse, qui ne s'attend pas à ce qu'on connaisse quelqu'un, qui fait semblant de nous connaître dans la rue, à ce qu'on prenne un appel
à ce qu'un groupe débarque, à ce que les autorités débarquent. Et en fait, l'idée de The Authority, c'est que tu inverses le schéma narratif, la situation de violence qui était en train de prendre vie, et ben tu l'inverses complètement et tu crées une bulle où en fait la personne qui agresse doit complètement repenser le schéma d'agression dans lequel il était. Mais tu communiques avec, avec l'agresseur? C'est-à-dire, Ou là, c'est toi par rapport à toi-même là, le dans le film cas d'une que tu te agression, fais, non, bah, par rapport à The Sorority, ce que vous aidez à ce niveau-là, c'est ouais. quoi? C'est surtout de vous refaire aux victimes, qu'elles puissent se refaire le film et Ce comprendre qu'on aide, aussi. c'est que c'est agir, c'est hyper important, agir Ok. sur l'instant avant que l'effet soit commis, avant qu'il soit trop tard. Quand je pense à The Sorority, je me dis, on marche sur la tête. On est en train de tout mettre en place pour une fois que les violences sont commises, bah tu fais ton dépôt de plainte, ça Ouais, marche ok. pas, voilà, Ok. voilà. T'as les traumas, voilà, tu te tapes On le truc. guérit, mais on prévient pas, quoi. Et en même temps, on va être, qu'est-ce que fait le gouvernement, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron, qu'est-ce que fait Marlène Schiappa à l'époque. Je sais bien, on est tous là les uns à côté des autres. On va juste attendre de se faire agresser et puis après on voit ce qu'on peut enclencher. Bah non, juste faut pas qu'elle se passe et puis on le fait tout de suite quoi. C'est pas genre la définition même de l'entrepreneuriat là que t'es en train de donner? Un petit peu. Non, mais on est d'accord? Oui. C'est presque l'anti-assistana, c'est se dire que Ah bah t'y vas. t'es le seul acteur du changement que tu veux Mais créer. sans prendre la place des acteurs. C'est vraiment utiliser Un des élan. biais cognitifs et une première action, pouf, tu sors de l'effet de sidération, tu demandes l'aide, tu t'interconnectes, t'inverses le truc. Et donc le deuxième effet, c'est l'effet témoin. Et au moment où j'ai l'idée, il y a une agression qui se passe à Lille, une femme se fait violer devant tout le monde. C'était début 2019. Et ça me rend ouf. Et je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est prouvé par des études, c'est l'effet témoin qui explique que proportionnellement, plus t'as de personnes autour d'une scène de violence, moins quelqu'un va agir, parce qu'on va tous se dire, c'est ok pour tout le monde, on n'y va pas. Et en même temps, c'est trop dangereux. Et en même temps, il y a forcément une personne plus habilitée que moi qui va agir, j'attends qu'elle agisse. Et du coup, personne n'agit. Et c'est prouvé par ces études que si une personne déportait son corps en avant, en fait, le reste suivrait et serait hyper fier à la fin de la journée en mode, bah, grâce à moi, j'ai eu. Et si tu veux faire le lien avec l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai l'idée de The Sorority. On a sauvé des milliers de personnes, on peut le dire maintenant, sur les réseaux, on fait que de publier, enfin, on le voit. Depuis le début, on est une initiative qui utilise la technologie au profit de l'humain. Je ne faisais pas partie du milieu associatif, j'avais pas les réseaux, je connaissais pas les personnes, j'ai démarré de zéro. Pendant les premiers mois, c'était hyper hard, c'était encore hyper hard jusqu'à là au moment où je te parle. Là, je le pose là, il nous reste 3 mois de trésorerie sur The Sorority, ok? Donnez-lui des thunes! Des thunes. On va en parler, on va en parler. Mais on va y arriver parce que c'est en train de basculer. Se faire reconnaître, ça a été, ça a été un parcours du combattant. Mais je savais au fond de mes tripes qu'à partir du moment où la première entité importante reconnue mettrait les pieds dedans, le reste suivrait. Tout le monde s'est regardé pendant des mois. Tu crées un élan? Pour moi, c'est un effet témoin qu'on a créé. C'est il y en a un qui y va, on y va. Est-ce que c'est... Là, j'ai un grosse dédicace, la petite dévialée derrière à Quentin Sagnier que j'avais reçu, qui me disait, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis nul dans tout sauf une chose, c'est trouver les bonnes personnes qui peuvent faire les bonnes choses, tu vois, les rassembler, les fédérer. On attire ce qu'on aimait. Et est-ce que c'est ça, quand tu dis qu'il y a cette scène de violence où personne ne bouge, est-ce que toi, pareil, pour la cause que tu sers, t'as l'impression que t'es la première à te dresser, tu vois, te faire front, et qu'en fait, juste en faisant ça, tu vois toute une armée qui est en train de monter derrière? Alors, je suis pas la première parce qu'il y en a eu plein qui l'ont fait. Par contre, je suis sorority, quoi. Je suis la première à le faire avec ma façon, ma vision de voir les choses, ma façon de faire, en utilisant la technologie au profit de l'humain et avec cette volonté d'unir tout le monde. Non, les hommes ne sont pas le mal, c'est tous ensemble. Mais on peut pas okay. Il y a des étapes aussi. Il y a qu'ensemble qu'on va le faire, et ça dépend des personnes, enfin des personnes mauvaises, il y en a absolument partout. C'est à l'image de la société. Il y en a voilà, partout. Okay, même dans les assos. Même dans les assos. On va en parler. Et du coup, non, c'est donner l'élan et prouver que c'est possible. Au fur et à mesure, on est de plus en plus à prouver que c'est possible et on met des petites graines dans la tête des gens en mode « Ah putain, mais en fait, au sein de The Sorority, mais aussi dans la tête des gens pour des propres projets impact qu'ils ont au fond de leur cœur. » Et ça me tient aussi à cœur. Leur dire « C'est possible, faites-vous aussi votre projet impact et embarquez avec vous des gens. » Et au fur et à mesure, on arrive à avoir un gros élan positif sur plein de sujets. Et tu vas continuer de nous raconter ça. Bon, il est 27. J'ai mon call dans 3 minutes. Je vais repousser un tout petit peu. Je m'excuse. On est bon pour l'instant? Ouais, nickel. Excuse-moi, hâte. T'inquiète.
Hop. Ouais, on se prend allez, une bonne quinzaine de minutes au moins. Je refais mon petit. Et on enchaîne, car le temps file, et le temps c'est de l'argent. En parlant d'argent, Allez. on va rentrer dedans. Mais non, juste avant une chose, on en parle. On a compris que t'es pas une app. T'es quoi? Si, on est une communauté d'entraide qui s'unit grâce à une appli. Pas un réseau social, excuse-moi. Ouais, au final, on arrive sur un réseau social parce qu'on a un fil d'actualité où on va partager des informations. Mais est-ce que les gens interagissent entre eux? Non, on fait que du one-to-one et depuis le début, ça me tenait à cœur parce que j'ai été notamment sur une appli qui s'appelle WeMom, qui est très bien quand t'es jeune maman ou jeune papa, ça t'aide. Mais je voyais les effets de groupe. Alors, je ne veux pas la critiquer, mais je vais dire ce que j'ai vu. Par exemple, j'ai pas envie d'allaiter. Quoi, mais t'es quel type de mère, machin. Et tous ces effets de groupe, de meute, m'ont gonflé. Et j'étais en mode, c'est quoi? Moi, là, sur ce que je vais faire, je veux que du one-to-one. T'assumes tout ce que tu dis, tu peux pas effacer tes messages. Et t'es là. Et le one-to-one, il se fait entre qui et qui? Donc, sur le chat. Entre les personnes qui recherchent de l'aide et celles qui en proposent. Et celles qui en proposent. Est-ce que tu. Genre, sur 90 000, c'est quoi la proportion? C'est du 45-45? C'est quoi? En fait, c'est difficile. Et parfois, je pourrais donner des chiffres, mais c'est faux parce que t'en as qui viennent en disant je suis venu pour aider, et en fait. Ah, et en fait, ils veulent. Regardez Europe 1, dernière interview, vous taperez, vous verrez ce qui s'est passé, et c'est vraiment le moment de bascule. Genre là, elle est venue pour aider. Il y a l'inverse ou pas parfois? Elle vient pour se faire aider, et en fait, après s'être fait aider, sortie de là, elle reste parce que c'est un cercle vertueux. Ah, complètement, mais c'est trop beau. Et parfois, elle va réaller mal et les autres seront là. Je dis elle parce qu'on parle de ça. Mais bon, on va. Ok. Mais c'est merci infiniment d'être là, j'aurais rêvé en bénéficier, ou merci grâce à vous et merci parce que ce que j'ai vécu n'a pas servi à rien, et aujourd'hui, voilà ce que je suis en train de faire pour une autre, et je suis là pour elle, et je sais ce que ça fait et la valeur derrière. Et tu te rends compte que le sentiment que tu as d'accomplissement via ça, tu le procures à d'autres personnes qui ont été victimes et qui peuvent aider. C'est ça. On a, au fond de nos tripes, en tant qu'être vivant, qu'être humain, on a besoin d'être utile, on a besoin d'être actif, on a besoin d'aider. Enfin, c'est vraiment aussi redonner le pouvoir aux personnes. En mode, arrêter d'être dans ce statut attentif, genre, qu'est-ce que tu fais? Non, on a tous le pouvoir, t'as pas besoin de te battre ou de te mettre en insécurité. T'as le pouvoir de faire une main tendue, t'as le pouvoir d'avoir une petite discussion, un café, un sourire, une main sur l'épaule, vraiment. Si on le fait pas, c'est quoi? Je l'ai dit dans un autre podcast, je sais pas quand il sort. C'est-à-dire, si tu le fais pas, quoi? J'allais dire, est-ce que tu trouves que l'être humain est lâche? C'est les parcours de vie qui font que tu vas ou pas, je pense, à 2 ans. Moi, il y a 15 ans, tu m'interviewerais, je te dirais pas du tout ça. Je pense que s'il y avait une agression devant moi, oh putain, merde, je me barre, tu vois. Aujourd'hui, il y en a une dans le métro il y a pas très longtemps, j'étais en pilote automatique. Et en fait, tu fais ça de façon tellement naturelle que prends la personne, pouf, toi, tu bouges, boum, tu la remets. C'était quoi? Tu peux nous raconter? Ouais. Vas-y, raconte. Rapidos. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on fait des discussions. Ouais, pardon. Je rentre dans le métro, je sors d'un rendez-vous, je sais plus quoi. À ma gauche, je vois, donc c'est banquette, une femme qui est, tu vois, physiquement, elle est comme ça, recroquevillée, et un gars qui est vers elle, qui parle... Qui lui parle? Ouais, mais genre, tu vois, vénère. Tu sens qu'il y a la tension qui est... Et j'ai même pas réfléchi, j'ai pris la nana, mais littéralement, ses 2 bras, je l'ai pris, je l'ai mis de l'autre côté, donc contre le poteau, je me mets devant, donc j'étais avec mon gros manteau, je me mets devant, je commence à lui parler, je lui pitch de sorority, c'est-à-dire que la meuf est en considération, genre encéphalogramme plate, en mode... Et je lui pitch, en fait, je la regarde droit dans les yeux, genre comme si on avait une vraie conversation. Le gars derrière, donc qui est complètement bourré, en fait, commence à se lever, arrive derrière moi. Je m'en bats les reins. Il y a la porte qui s'ouvre. Je me retourne, mais vraiment, c'était un balai, en fait. Je me retourne, je le prends, lui, des 2 bras, mais sans aucune violence. Ah ouais. Je le mets comme ça. Il ne s'attend pas à ce que je fasse ça. C'était une sidération complète pour tout le monde. Je le mets là. Même moi, je l'ai fait, genre, je le mets là. T'entends le tut. Au moment où il y a le tut, je fais ça d'un coup, mais tu vois, pas violent, genre, pouf. Les portes se ferment, tu vois que le mec est en pétage de plomb. Ah putain! La meuf, je la regarde, elle est tétanisée, je la reprends, je l'assois, je lui dis, je sais plus ce que je dis, genre c'est bon, je lui donne ma carte, je lui dis viens dessus, et en fait je me retourne pour mettre fin au truc et me remettre dans... Et en fait à un moment je me retourne et je la regarde, elle est bloquée sur la carte, enfin c'était trop beau comme ça, tu vois, elle est dessus sur la carte, et elle m'envoie un message le soir que j'ai publié sur les réseaux en me disant je suis la fille du métro et merci encore, enfin vous verrez le message... C'est trop beau. C'est beau, ça m'aime. Tout le monde est capable de le faire. Ouais. Et il n'y a pas de mise en danger. Alors des fois, ça peut être dangereux, faites attention. Mais plus on communique, plus on est beaucoup. Et c'est ça l'idée de sorority, c'est plus on est de petits points partout,
plus on n'est jamais seul et on a des personnes qui vont arriver et à plusieurs, on peut très rapidement faire basculer la situation et y mettre fin. Parlons de thunes. Et tu es riche. Non, je suis riche d'amour, de cœur, d'entraide. Non, plus sérieusement, j'ai 2 questions à te poser, mais avant de te poser ces questions, en fait, je vais te parler du fait que vous ayez eu un statut de start-up puis d'assaut. Ouais, je suis un modèle hybride. Voilà, donc je veux que tu nous parles de ça, et je vais te donner 2 phrases, ça va être assez court, on va pas pouvoir parler beaucoup de ça, mais Ok. pour donner. Le premier, c'est nous. C'est pas des requins qu'on est, mais des Godzilla sur pattes. Je me souviens même pas que je t'ai dit ça. Et le deuxième, c'est je ne m'attendais pas à autant de violence dans le milieu associatif. Raconte-moi ces 2 trucs. En fait, la première, c'est quand je t'ai dit, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu voles de l'écosystème startup en mode on est bourrin et tout, tu vois, on dit un truc, dans l'après-midi c'est fait, on envoie des mails. Moi, il y a des gens, la meuf, elle m'a dit ça l'autre jour, oui, inutile de nous relancer. J'étais en mode, bah meuf, tu peux aussi répondre aux mails, tu vois. Genre, c'est juste ça. Là, je me suis fait engueuler avec une PR aussi, parce que je les bypass pour avoir une star. La star en question que vous recevrez, je l'espère, à mon micro, m'a appelé, j'ai été dans le métro dans l'après-midi. Et il m'a appelé, il m'a dit c'est top. Après, l'autre, elle m'a engueulé en mode c'est pas les méthodes qu'on fait. Bref, donc sortez-vous les doigts du cul, tout le monde, mais pour en revenir. Qu'est-ce que tu as tiré des startups que tu as mis à profit dans l'écosystème associatif et est-ce que l'associatif, c'est autant de bisous? Alors déjà, j'aimerais bien que les gens du monde des startups se rendent compte que les gens du milieu associatif, c'est encore plus des oufs. Non mais vraiment. Des oufs dans quel sens, tu dis? Dans quel sens où en fait on fait le taf, mais il faut qu'on se tue mais vraiment à la tâche pour récupérer l'argent qui permet d'aider les personnes, donc de faire notre job de façon gratuite. Ouais, en fait, tu manges pas dessus, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pas pour toi et il y a une espèce d'inconscient en mode c'est une asso, c'est bon, ils vont le faire gratuit. Mais gars, il y a un moment, en fait, tu penses qu'on va faire comment? Parce que moi, j'ai des factures comme tout le monde, hein. Je vis pas sur un nuage. Exactement ce que je veux dire. Je le dis aussi dans un autre podcast, mais tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même. Si toi, en fait, ta sécurité n'est pas assurée, si moi, j'ai pas mon salaire client tous les mois, comment, psychologiquement, j'arrive à avoir l'espace mental pour aider les personnes et faire face aux situations qu'on a, parce que c'est quand même très spécifique ce qu'on a. Je te laisse imaginer en fin de journée quand t'as mes enfants qui sont en mode je venais pas, je veux faire caca, machin. Ouais, bah j'ai aidé une nana qui est en train de se faire fracasser, tu vois, c'est un peu le cerveau. Ouais, mais moi je veux faire caca. Ouais, mais je veux faire caca. Ouais, bah écoute, une interview BFM qui s'est passée comme ça, véridique. Hein. Je pitch et l'autre est derrière la barre, je veux faire caca. Bon, bref. Tellement drôle. Donc, non, mais vraiment, faut se rendre compte que le milieu associatif, c'est pas des bisounours en mode ils font ça en détente, c'est bon. Tu m'as dit qu'il y avait, je relis la phrase, mais dedans il y a beaucoup de violence. C'est hyper violent. Le milieu associatif, je pense que c'est. T'as pas utilisé ce mot. Non, c'est un des milieux les plus violents, je pense, qui existent. Le monde des startups et des entreprises duquel je sors est compliqué, etc. Mais à la fin, t'as ton salaire, tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est pas la boîte à papa, ça t'appartient pas, enfin voilà, tout ça. Associatif, en fait, tu vas mettre tes tripes à une cause qui est plus haute que toi, donc tu es capable de tout donner pour un truc qui est ouf. Et là-dedans, tu vas avoir des personnes, des personnalités qui sont hyper nocives, néfastes, violentes, qui viennent là pomper l'énergie de ces personnes qui vont en donner. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là-bas, en fait? L'ego, la reconnaissance, ouais, si, dans l'assaut, ouais. Okay. Les biais humains et l'ego, honnêtement, c'est le truc qui plombe le plus de choses. Et vraiment, dans ce milieu, et notamment le milieu associatif féministe, je vais te la faire simple. Dis-toi que les premières grosses fondations, associations auxquelles tu penses quand je te dis association féministe, celles où tu te dis, bah forcément, elles vont être là, c'est les premières qui ont tout fait pour nous tuer. Ah ouais? Pour faire en sorte qu'on n'existe pas. Ok, donc ça, c'était la base. J'ai pas le nom, mais enfin, je les connais. On s'en fout. Mais tu vois, quand tu toutes les vois. Toutes celles qui luttent contre les féminicides, et on en parle énormément. Quand là, tu les vois et tu dis putain, j'ai une idée, on va unir nos forces, c'est trop bien, c'est trop cool, ensemble on va y arriver. Et là, t'arrives, et en fait, la plus grosse violence à laquelle tu dois faire face vient dans le cœur même de là où t'es. Putain, c'est dingue parce que j'en parlais avec des. Alors, c'est une autre asso, ça s'appelle Latitude, ils œuvrent pour une tech responsable, saine. Et justement, il disait qu'il collaborait avec d'autres assos, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Alors qu'il n'y a pas de thune, enfin, pas mais c'est ça, en fait, l'idée. Je pense que le gâteau est tellement petit, il n'y a pas de thune. Hein. Le gâteau est tellement petit que ceux qui ont des petites parts sont en mode oh putain, ne viens même pas sniffer le gâteau. Tu prendras pas une miette. Et du coup, ça en vient à certaines qui passent leur énergie et leur temps à essayer de te niquer tes deals avec des potentiels mécènes qui vont te suivre. Donc là, une légitimité, c'est hyper important. Là, ce qu'on est en train de signer permet potentiellement de basculer. Tu chopes qui comme mécène, typiquement? Vous avez fait deux levées de fonds en crowdfunding, c'est ça?
Alors ouais, Je sais pas on si a appelle ça une commencé... levée de fonds. Non, c'est un crowdfunding. Ouais. On a démarré en modèle SAS parce que de toute façon, on connaissait rien au milieu associatif, etc. Voilà. Je connaissais plus ce monde startup, donc j'ai fait... Puis surtout, s'assurer que ça fonctionne et faire le premier produit. Donc on a fait 2 crowdfunding sur KissKiss. On a eu 11 500 € et 18 500 € chaque compte. Et au bout de... Donc c'est la 2e année où là, j'en peux plus des crowdfunding. Enfin, tous ceux qui en ont fait, cœur sur vous. Je suis vraiment fatiguée. Et là... C'est sur Ulule KissKissBankBank. KissKissBankBank, pardon. Et à ce moment-là, en fait, le cabinet d'avocats qui me soutient et me suit depuis le début me dit « Priscilla, le modèle hybride que tu as toujours voulu faire, on voit comment faire. Si tu veux, on lance une étude. » Et en fait, on bascule. Et ce qu'on fait, c'est un modèle hybride où il y a l'association de loi 1901 qui est au-dessus, qui devient actionnaire majoritaire de la SAS. Donc, l'application de The Authority est protégée par la SAS, quoi qu'il arrive. Parce que quand tu fais un truc avec une asso, ça n'appartient à personne. Genre, il y a un tocard qui arrive. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Donc, elle est protégée. La SAS ne vaut pour le moment rien. Elle vaudra peut-être jamais un, je m'en fous. Enfin, on verra. On a plein d'idées, mais par la suite, déjà, faisons tourner l'asso. Et c'est l'asso qui fait tourner le tout. Et du coup, comment tu fais tourner l'asso ? Bah, tu as des fondations qui suivent. Donc, je vais les citer parce que grâce à elles, on est là et cette aide est possible. Donc, il y a eu la Fondation Chanel, il y a le Fonds de solidarité WeCare, il y a la Fondation Roi Baudouin, les Belges, cœur sur vous. Ok. Il n'y a rien avec Apple, parce qu'hier, t'étais chez Apple, il me semble. Ils ne font pas ce type de soutien. Ce matin. Ce matin, c'était. J'allais dire, putain, j'ai oublié l'info. On s'aime beaucoup, on s'aime beaucoup. C'est beau, non ? Et en plus, il y a 3 iPhones qui se baladent, là, et 2 Mac. On a 4,9 sur 5 sur les stars avec eux. Pas mal. Ouais. Et ok, donc mécènes. Donc les mécènes, donc tu as des fondations, tu as des mécènes privés, tu vas avoir l'appel aux dons. Il y a de l'argent que tu refuses ? Appel à projet, non. Mais je pense que tu attires vraiment ce que t'aimais, donc j'ai pas eu des entités mauvaises. Alors, qui toi, sont t'es pas venues. dans du green, mais moi, j'en ai beaucoup parlé avec le greenwashing. Tu Ouais. vas avoir beaucoup de boîtes dans le pétrole ou de banques. Je suis pas à un qui stade vont où je vouloir- peux refuser des fonds, mais aucun fonds mauvais ne m'ont été proposés. Quelle humilité, j'aime ça. Non, mais dire que t'es pas à un stade, Ah, mais t'es pas en clairement, position de force, quoi. en là on bargaining aide, power. il y a 90 000 personnes qui sont aidées, il me reste 3 mois de vie. Bon, ben on va être clair. On en a parlé un peu et tu m'as dit, je peux faire un message, mais fais ton putain de message. Ah bah, s'il y a des... Qui peut te donner de l'argent Des entreprises privées qui souhaitent défiscaliser avec nous, donc il n'y a rien en contrepartie. Nous, on va en parler, mais on est libre de faire ce qu'on veut. Elles peuvent défiscaliser avec nous et du coup, elles ont une réduction fiscale de 66%. Ok. Enfin, 60% pour les entreprises, 60% pour C'est loi 1901. Enfin, c'est exactement. classique. Ok. On est reconnu en intérêt général. Et là, ce qu'on est en train de développer, ce dont je te parlais, c'est... Il y a cette façon de faire défiscaliser, mais je trouve qu'on n'est pas encore assez... La philanthropie en France, c'est un délire. La philanthropie en France, c'est le sport, la culture, genre à 80%, et moins de 0,1% en lutte contre les violences faites aux femmes. Ah ouais. Il y a du taf à faire et voilà. Ok. Mais ce qu'on est en train de développer, et j'y réfléchis, donc c'est le premier avec qui je passe le message. J'ai jamais voulu faire de pub, mais typiquement, dès qu'on communique, on atteint aujourd'hui plus de 300 000 personnes. 90 000 sur l'appli, 65 000 les réseaux, Basile met 90 000 et par effet rebond, on va très très vite. Quand on cherche un hébergement d'urgence, en 10 minutes, on a déjà 3-4 prises de contact. Incroyable. Donc, ce qu'on s'est dit, grosse force de communication. Donc, si des entreprises bien engagées, safe, qui aiment nos valeurs, qui font déjà potentiellement partie de notre communauté, ont envie de s'engager à nos côtés, je suis ouverte maintenant à ouvrir la porte, à pouvoir communiquer et faire un message du coup en disant, grâce à cette entité, The Sorority continue à vivre et reste gratuite pour toutes les personnes qui en ont besoin et souhaitent aider. Place comme un média au final. On est devenu un média. Bienvenue dans le game. Et ouais. Bon, avant de te laisser partir, il me reste 4% de batterie, il faut absolument que je cherche mon... C'est ça que je Ça te va pour l'instant ? Ouais, c'est super. Et je suis en mode, non mais je peux pas terminer là-dessus, et surtout j'aurais archi peur qu'il s'éteigne et qu'on perde toute la piste audio. Donc voilà. Je suis très honnête avec toi. Et non, on ne va pas le perdre. Non, on ne va pas faire ça. Le Paul, je suis désolé. J'espère qu'il va falloir aller le prendre. C'était quoi ? C'est Go Entrepreneur qui veut que j'aille faire Ah un oui. podcast sur place. Je m'en fous. Ça va toi ? Ouais. Ok, trop cool. Il y a un... C'est quand déjà Go Entrepreneur ? C'est dans pas longtemps ? Ouais, c'est dans pas longtemps. C'est genre le 4-5 avril. Donc tu vois, là, il a des places à combler quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ? Moi je vais aller sur la fin là. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder absolument ? Attends, qu'est-ce que t'avais ? Je vois rien, je vois vraiment rien. Non, écoute, c'est good. De ce que je regarde, c'est good. Attends, je m'étais noté sur des trucs. Non, mais il reste peu de temps là en vrai, Priscilla. Faut qu'on enchaîne Non, on de va pas ouf. rajouter. C'est juste. Je vais te poser des questions du tac au tac. Vas-y. T'es prête ?
Mais avant de te laisser partir, chère Priscilla, je te pose mes petites questions du tac au tac, tu n'y échapperas pas. La première est simple. Quand on dit du tac au tac, c'est que ça doit être rapide, hein. Le conseil que toi t'aurais aimé entendre avant de lancer The Sorority. Dans l'entrepreneuriat, j'aurais aimé qu'on m'explique que faut pas trop attendre des proches. Quand t'as une idée, fais ton idée, bosse de ton côté. Je sais qu'à chaque fois, on va te dire... Je te le laisse un peu comme ça, on va bien. Mais vas-y, dis. On va dire, mais teste auprès de sa famille, machin, tu peux pas te lancer tout seul. Et on en a beaucoup voulu, mes proches en ont beaucoup voulu. Et en fait, faites-vous votre espace mental à faire grandir votre idée, à y réfléchir, vous poser les bonnes questions, etc. Parce que quand on se lance pour la première fois, on a déjà beaucoup d'angoisse, on se pose beaucoup de questions. Et si on s'expose trop vite et trop rapidement au regard des autres et aux angoisses des autres qui eux-mêmes ne se sont pas lancés, savent pas ce que c'est, etc., il est fort possible que ça cut l'idée dès le début et qu'on fasse un step back en mode « Ah ouais, mais t'as raison ». Parce qu'on a tellement de questions et de machins qu'on ça rajoute de l'angoisse à nous. Ils nous transmettent leur propre angoisse. Je vois ce que tu dis. Et c'est hyper violent. Entourez-vous des bonnes personnes. J'allais dire, les personnes... Comment tu peux attendre d'une personne qui ne croit pas en elle qu'elle va croire en ton projet? Et qui n'est pas Ou qui n'est pas ambitieux. Et qui n'est pas la population finale que tu vas atteindre. Parce que moi, typiquement, ma famille, parents, etc., c'est pas les personnes que je vais aider avec ça, Ils n'ont pas ce que tu as dans les tripes, ils portent pas ce projet. Non, mais donc bien sûr. entourez-vous des bonnes personnes qui ont des expériences similaires, qui sont sur ces sujets-là ou qui sont passées par ces étapes. Et c'est ok. Et après, vous pourrez parler aux autres, c'est pas un souci. Mais entourez-vous des bonnes personnes au début, parce que ça peut cutter l'idée très rapidement. Est-ce que tu estimes que tu as le syndrome du sauveur ou pas, toi? Je pense qu'on l'a tous au fond de nous. Je pense qu'il faut l'utiliser de façon saine et en être conscient. Clairement, ça te donne l'adrénaline pour... voilà. Mais par contre, au fur et à mesure d'aider, j'arrive à faire le step back et à cutter. Parce que je vais avoir les témoignages, les machins, je les vois, mais je les vois... Objectivement, je les vois en diagonale, je sais où est-ce que ça va, et je vais tout de suite rediriger vers quelqu'un d'autre parce que je peux pas me laisser affecter. Il va y avoir quelque chose en moi, mais je peux pas me laisser affecter si je veux pouvoir continuer à l'échelle où on agit. Mais par contre, tu répondras toujours. Tu es obligé de faire ta part du job à ce niveau-là. Je voulais te poser la question sur ta mission de vie, mais en fait, je pense que elle est encore en train de se définir. Elle est bien dedans. Par contre, on en a parlé un petit peu, mais moi, je pars du principe réellement que l'entrepreneuriat requiert de la folie et que la folie vient d'un trauma. On en a un petit peu parlé. Est-ce que tu pourrais mettre des mots sur ce trauma ? Peut-être que tu le vis encore et tu vois qu'il n'est pas totalement derrière toi, mais ce moteur, il est où exactement, tu vois? Je vais te répondre un truc complètement à côté, je pense, mais moi, c'est recréer ce lien humain. Je sais pas si on l'a oublié, je sais pas si on l'a déjà eu, je sais pas si on l'a perdu, je sais pas, mais il y a rien de plus puissant que ce lien humain, vraiment. Et c'est tellement un kiff de t'interconnecter avec les bonnes personnes, de monter des projets de ouf, des trucs qui viennent de nulle part, qui se vont hyper vite quand c'est bien aligné avec les bonnes personnes, etc. Donc pour moi, c'est arriver à ce truc-là, à ce jus. Et il y a des moments de ta vie où tu l'as manqué, ça, du coup? Ce lien humain? Ouais. Je pense qu'on on est dans une société aujourd'hui, surtout en France. Maintenant, voilà, je suis entre deux pays et je te l'ai dit à moitié. Mais on n'a pas parlé. Ouais, voilà. Ça, on n'en a pas parlé. Allez, je le dis, je suis entre les Émirats et la France. On en parlera plus tard. Non, mais du coup, j'ai. Mais t'as dit que t'aimais bien le Maroc aussi. Ouais, aussi, tous les pays. Mais tu vois, en vivant, j'ai été expat par le passé, je suis revenue en France, je suis repartie, j'ai vécu. Enfin, voilà, j'ai fait plein de pays et de voir différentes cultures, façons de faire, façons d'agir. Putain, ça fait du bien de te rendre compte que t'es pas seul et de voir des communautés et des sociétés où il est possible de se sentir safe, de s'entraider, d'être de plein de cultures différentes, de t'enrichir de plein d'expériences, de plats, de discussions, de façons de faire, de façons d'agir. Et pour moi, c'est vraiment le boom intersidéral, quoi. Et The Sorority, c'est un peu l'idée d'interconnecter sur plein de sujets. Les sujets compliqués, on les abaisse en mode c'est pas un sujet, c'est bon, on est là pour toi. Les sujets créatifs, vas-y, on y va ensemble. Tu vois, c'est vraiment ce truc qui fait du bien. Je suis allée loin. Non, c'est nickel. En fait, je voulais te poser la question tout à l'heure, je te la pose un peu maintenant, mais est-ce qu'il y a des ouvrages que tu recommandes ou même, est-ce qu'il y a un film que peut-être beaucoup de personnes pourraient regarder qui, toi, t'a marqué ou qui... Oui, attends, il y a un ouvrage qui est Hooked. Hooked, H-O-O-K-E-D, qui a été la base de The Sorority. Ok. Et quand je vais l'expliquer, les gens vont dire, mais what the fuck, elle est tarée. Hooked. Ça se disent déjà depuis 1 heure. Ouais, on met les pieds dedans. Hooked, et c'était au moment du crowdfunding, et je trouve ça hyper intéressant. Hooked t'explique, alors il faut l'utiliser à bon escient, mais t'explique qu'à partir du moment où une personne a mis le pied dans quelque chose, ça va plus la faire chier que le truc ne marche pas,
que continuer à se battre pour le faire fonctionner. Quand tu fais un crowdfunding et que quelqu'un a mis 1 euro dans toi, elle va devenir ton ambassadrice et va tout faire pour que tu continues et sera hyper fière de voir tes avancées et de continuer l'histoire. Et c'est un petit peu l'idée de The Sorority. À partir du moment où tu as capté les personnes et qu'elles ont eu ce pouvoir, etc., et au fur et à mesure, tu fais marcher cette machine, elles sont de plus en plus avec toi. Nous, ça a été ça dès le début. Crowdfunding, on n'existe pas, personne nous attend. Boum, elles sont là. La communauté commence à exister. Okay. Elles en parlent autour d'elles. On arrive sur les stores. Putain, ça marche vraiment. On a les premiers résultats. Ouf, on arrive sur les panneaux. Juste comprendre un truc quand tu dis ça, c'est que tes investisseurs n'ont pas peur de perdre leur argent, mais ont plutôt envie. Enfin, pas investisseurs, oui, mais les mécènes, les personnes qui ont mis de l'argent, En fait, à partir du moment où tu as capté l'attention des gens, il y a quelque chose qui est planté, il y a un lien qui est fait, limite ta vie si tu merdes pas. Et ça va être hyper difficile pour une personne qu'elle se dise « Ah, c'est bon, j'ai investi, mais c'est pas grave, je laisse tomber », que je vais continuer à me battre pour. Tu vois l'idée ? Je vois ce que tu veux dire. Humainement, en fait, c'est une aveu d'échec. C'est un engagement que tu t'es fait. Et donc... quand les personnes sont avec toi, elles vont continuer à se battre pour. L'humain ne va pas se dire « Ah, c'est bon, j'arrête, je cut », parce que ça veut dire que tout ce que j'ai investi par le passé, que ce soit du temps, des échanges, de l'argent, c'est perdu. Et ça le fait chier profondément. Donc en fait, communiquer un maximum, capter un maximum d'attention, montrer les résultats, embarquer des gens avec vous, et ces gens seront là et seront hyper fiers d'être avec vous et de faire grossir du coup ce que vous faites de façon encore plus large. Tu l'as vu le film Les Chatouilles ? Oui. Il est magnifique, non ? Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce film-là que je voulais recommander à plein de personnes. Ouais. Je l'ai montré à mon mari du coup il n'y a pas très longtemps et il est ressorti en mode... Tu sais que je vais voir des films avec ma sœur. On ressort de là, elle me dit putain, toujours un plaisir d'aller au ciné avec toi. Genre toujours des films archi deep et tout. Mais ouais, mais c'est... Mais bon, moi je trouve ça beau. C'est ce qui fait bouger les Bon, et c'est ces dernières questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse, chère Priscilla ? Actuellement ? Ouais, au quotidien, en moyenne. Et là, j'arrive sur un 7-8. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche ? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien ? 10. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande des efforts ou est difficile au quotidien ? En ce moment, je pense que je suis à 7-8, pas mal. Et je vais terminer avec ça, mais tu es de passage à Paris. C'est un grand marathon. Qu'est-ce que tu veux ? Marathon qui se court comme un sprint, j'ai l'impression, ces derniers jours-là. Ouais. Oui. Tu as encore la fin de ton sandwich à terminer, mais qu'est-ce qui se passe les prochains jours ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là ? Eh ben, demain, je signe officiellement la convention avec le ministère de l'Intérieur. Donc, quand tu sortiras le podcast, ce sera bon, je peux le dire là. Congrats. Je suis encore sous embargo. Avec le ministère de l'Intérieur qui reconnaît nos actions. Et tu étais avec qui, là, cet après-midi ? Enfin, ce matin, pardon. Alors, ce matin, j'étais chez Apple. Région Île-de-France, c'était quand ? C'était ce matin. Okay, mais la matinée est longue. Ouais, non, je vois ça. Désolé. Non, c'est pas fini la journée. Et donc, j'ai signé avec la région Île-de-France ce matin, qui reconnaît nos actions, et on avance avec elle sur un dispositif qui s'appelle l'Abri, qu'ils ont mis en place et qui a un lieu sûr qui est mis à disposition des personnes pour avoir un soutien psychologique, un soutien juridique. Et je trouve ça beau qu'une région mette les pieds dedans. Ça y est, le gouvernement s'empare enfin. L'idée, c'est de faire le lien. Alors, par contre, je refuse tout débat de j'en ai rien à foutre en fait. Moi, ce que je veux, c'est que partout où on unisse nos forces et qu'on mette fin à ces trucs-là. Voilà, pas de débat, on y va. Si vous avez envie de supporter Priscilla, mais surtout plus supporter sa mission, que je sais pas exactement, tu peux peut-être la définir, mais j'ai l'impression c'est d'apporter et d'unir nos forces pour faire en sorte de rendre ce monde un peu moins violent et que les gens puissent s'y épanouir. Si vous vous sentez que vous avez besoin, là je m'adresse aux femmes, je pense pas que les hommes soient déjà accueillis d'ici la sortie du podcast. Si vous nous aidez, qu'on arrive à tenir plus de 3 mois, c'est en cours, on est dans Alors il y a ça aussi, on l'a pas dit, mais il y a que 3 mois de trésor, peut-être 2 quand il sortira ce podcast. On sera bon, après les signatures, c'est bon. Non, je rigole, mais plus hommes, sérieusement. Oui, j'aimerais qu'à la fin de l'année, on puisse aider du coup tous les hommes qui vivent des actes d'homophobie, violence conjugale, intrafamiliale et qui souhaitent aider. Eh ben écoute, hâte que tu nous dises, que tu nous en parles plus. C'était quoi l'autre sujet dont on devait parler dans un autre podcast ? Tout, il y avait plein de choses. Tu reprends. Voilà, on se fera une partie 2. Je suis aux Émirats. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à moi, à Priscilla, et prenez soin de vous les amis. Prenez soin de vous. On finit là. Ah, ciao, bonsoir.